Regardez-moi ce magnifique pressoir à l'ancienne. Nous sommes avec Emma qui va nous en parler. Emma qui tient l'exploitation viticole Les Mangeux de Pierre. Emma, c'est un drôle de nom quand même, hein? Emma ou les mangeux de pierre? Les Mangeux de Pierre surtout. Vous voulez savoir l'histoire du domaine? Oui, on veut savoir un peu plus sur l'histoire du domaine. Nous sommes, on rappelle bien, à Parles-les-Natages. Et nous sommes dans un endroit qui est béni des dieux parce qu'il fait soleil, il y a de bonnes expositions. Mais les Mangeux de Pierre, pourquoi? Alors les mangeux de pierre, avec mon mari, on cherchait à s'installer depuis un moment. On regardait plutôt vers la Drôme et on trouvait pas. Et on a monté un petit négoce qu'on a installé chez mes parents dans leur hangar, dans leur garage. C'est vraiment donc du vin de garage. On a fait pendant 3 ans. Et du coup, on était hors sol et il a fallu qu'on trouve un nom. Et on a fait un nom qui ressemblait un peu à nos deux histoires. Donc moi, je suis très littéraire et donc j'ai voulu rendre hommage à un poète que j'aime beaucoup, qui est plutôt un chansonnier, un parolier, une petite gens, hein, qui s'appelait Gaston Coutet, qui était ouvrier viticole dans la Beauce au XIXe siècle, ouvrier anard viticole dans la Beauce au XIXe siècle, qui est mort très jeune d'une cirrhose. Ouais. Et qui avait fait un poème qui s'appelle Les Mangeux de terre. C'est sur les propriétaires terriens qui veulent toujours plus de terre, quitte à manger les chemins communaux. Eh oui. À l'époque où moi je me targuais d'être dans la Drôme depuis le XVIe siècle et de connaître du monde et de pas arriver à m'installer, et j'étais un peu énervée. Je comprends bien. Donc il y a un petit langage politique derrière, j'imagine. Notre installation, elle est politique. Hein. Ouais. Moi, je suis ingénieur en sciences sociales. J'ai bossé pour des réseaux d'éducation populaire, puis libraire. Et j'ai choisi de m'installer en agricole parce que j'avais envie de faire quelque chose qui était essentiel pour moi vis-à-vis d'une société où je trouve où je m'y retrouvais de moins en moins. Bien sûr. Voilà. Donc. Et votre mari, pareil, c'était la même philosophie à peu près? À peu près, il a été plus rapide que moi pour s'orienter vers la vigne. Michael, il a tenté le concours de prof de maths au lycée, là, je sais même plus comment il s'appelle. Et puis il s'est rendu compte que le concours c'était pas son histoire. Et puis il est assez vite bifurqué sur la vigne après avoir fait un voyage d'1 an en Nouvelle-Zélande. Et dites donc, ça c'est des parcours de vie intéressants avec ces virages qui vous conduisent aujourd'hui à faire du vin ici dans le budget. Ça veut dire, Emma, que vous faites du vin, mais à votre philosophie. Donc, qu'est-ce qui est différent chez vous par rapport à ailleurs? Absolument rien. Je pense que n'importe quel paysan met ses tripes dans ses champs et les miennes sont tout aussi bonnes que celles des voisins. Mais je sais pas s'il y a quelque chose qui change. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être aussi sur le plan environnemental peut-être des choses que vous voulez faire en particulier dans la vigne. Alors, on est labellisé en agriculture biologique depuis 2022. De toute façon, on ne sait pas faire autrement. Enfin, moi, je saurais même pas utiliser d'autres produits. Enfin, on bosse avec des plantes, donc des extraits fermentaires, des purins, des décoctions, des tisanes. On essaye de bosser, on appelle en agroécologie. Donc, on laisse un couvert permanent d'herbes sur le sol pour que le sol soit jamais dénudé. D'accord. Donc en fait, il y a tout ça, c'est beaucoup de boulot en plus. Mais justement, j'allais le dire, c'est aussi peut-être différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs, malgré tout. Dans le budget, il y a tout un collectif de vignerons, qui bossent comme ça. On s'est même réunis en association qui s'appelle la Fiancée du Picrate sur tout le budget. Hein, donc ça va du Cerdon, l'Agneux montagneux, du massif de Belay. On est entre 25 et 30 vignerons. Alors le budget, c'est quand même caractérisé par des exploitations viticoles petites. Alors il y a une ou deux exceptions, mais une ou deux, guère plus. Hein. Nous on a 5 hectares. Je pense qu'on est dans la moyenne. D'accord. Ouais. Donc ça correspond à ce que vous avez envie de faire et vous le faites selon un petit peu vos normes ou vos codes personnels, parce que c'est quand même ça qu'il s'agit. Mes convictions, ouais. Oui, parce que c'est-à-dire que, alors, il faut nous dire que justement, alors ça c'est intéressant, c'est que c'est peut-être meilleur pour la santé de boire des bons vins de par chez vous, hein, qui ont été bichonnés, cultivés en respectant la nature. Bien sûr que oui. Non, mais j'en sais, oui, mais il faut pas culpabiliser le buveur, hein. Exactement. Parce que je pense que nos bouteilles sont un peu plus chères, entre autres parce que moi c'est une des choses que je veux dire, c'est que s'installer hors cadre familial, c'est hyper difficile. Exactement. Voilà, mais c'est financièrement presque impossible. Donc nous, on est sur une installation qui est à la limite de la viabilité économique parce que ça coûte trop cher. Enfin, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut tout investir au départ, reprendre tout, hein, hors cadre familial, hein, c'est ça. Ouais, ça coûte
c'est trop cher. Absolument. Mais ça marche aujourd'hui, le bilan, au bout de, vous êtes depuis combien de temps ici? 2019, ça fait 7-8 ans. 7-8 ans, déjà, Ouais, oui, bien sûr, oui. Ça sera nos 8e vendanges. Eh ben, regardez-moi ça, on peut dire que c'est gagné ou pas? On peut dire que c'est encore fragile. Je suis Oui, désolée. Voilà. Alors, des fois, J'aimerais bien vous dire autre chose. oui, parce qu'elle me regarde puis elle me dit, elle cherche une réponse. Non, effectivement, c'est votre réponse. Et ce qui est important, c'est justement ce choix de vie. C'est-à-dire que vous êtes en phase avec vous-même. Si je devais refaire la même chose, je la referais avec moins d'investissement financier. D'accord. Mais sinon, je referais la même chose. Absolument. Absolument. Alors, parlons justement, parce que ceux qui nous écoutent se disent, c'est très bien tout ça, on voit le prix sur des bouteilles. Alors, quel type de vin produisez-vous? C'est plutôt rouge que blanc ici? On est plutôt sur du rouge. On a récupéré des vignes de monsieur Georges Vivier, que je salue, Georges et Colette, bonjour, et qui habite juste à l'autre bout des champs. Donc c'est chouette, il y a une passation avec Georges. Et donc il y avait essentiellement du pinot noir, beaucoup, oui. Un peu de chardot, on en a arraché la moitié, oui. Un peu de mondeuse, et donc on a quand même beaucoup plus de rouge que de blanc. Et depuis 2021, on plante. Donc, on a planté de l'Altesse. À l'Altesse. On a un hectare d'Altesse qu'on a planté, alias Rosette, c'est ça. Bien sûr. On a replanté un peu de mondeuse pour avoir une cuvée un peu plus importante. On a planté de la douce noire. C'est un cépage qu'on appelle aussi du corbeau. C'était le cépage qui était majoritaire sur la commune en 1956. Dites donc, mais c'est un retour en arrière, ça aussi. C'est de ne pas oublier justement peut-être des anciens cépages aussi. Ouais. Eh ben, c'est des cépages qui ont été évacués, on peut dire, de la consommation avec la standardisation des goûts dans les années 80. Et là, avec le réchauffement climatique, c'est quand même des cépages qui peuvent être aussi intéressants parce qu'ils montent peu en alcool et ils sont tardifs, donc ils mettent plus de temps à mûrir. Et donc, avec ces grosses chaleurs, par exemple, c'est intéressant de ne pas récolter mi-août. Absolument, nous sommes dans la cave où il fait bon frais ici. Alors, je sais pas quelle température il fait, mais il n'y a pas de climatisation. Non. Non, il n'y a pas de climatisation. C'est un peu enterré, c'est parfait comme ça. C'est semi-enterré. Oh, c'est parfait comme ça. On est hyper content. Alors Emma, les mangeux de pierre ici à Parve et Natage, on a envie de savoir comment vous adaptez, parce que là, on est dans l'enregistrement, on est en plein dedans. Il fait 35-36 dehors. Comment on s'adapte à ces coups de canicule dans le domaine du vignoble? Eh ben, c'est assez compliqué. Oui. On est quand même très peu aidé par de la technicité des chambres de l'agriculture. Hein. On est un peu soumis tout seul à faire ce qu'on peut. Ouais. C'est pour ça qu'entre autres, nous, par exemple, là, quand il fait très très chaud, on touche plus la plante. Il faut pas y aller maintenant, c'est trop chaud. Oui, c'est trop chaud. Mais pour nous, mais même pour elle. Donc on touche à rien. On espère que les jeunes vont pas crever parce que. Non, mais est-ce que ça pourrait, ces coups de chaleur qui sont énormes, hein, 35, 38, est-ce que ça pourrait abîmer la vie? Parce que on pense aussi, idée reçue peut-être, que quand il fait très chaud, les bonnes années, il y a des bons crus. Oui, mais ça, c'est ce qu'on pensait il y a 20 ans. Je pense encore, malheureusement. Non, mais là, moi, ce qui me fait peur, typiquement, c'est que si jamais il refait encore une canicule, parce que là, on est encore fin juin, il y a encore de l'eau dans les sols. Oui. Hein, voilà. Mais juillet, ça pourrait être trop sec. Juillet, ça pourrait être trop sec. Donc, du coup, à un moment donné, la vigne, elle va abandonner les raisins parce qu'à un moment, elle va préserver sa vie plutôt que ça. Les raisins vont finir par faire des petits, pas grand chose. Ah, il y a ce truc-là, il y a les grillures, et puis c'est des organismes vivants. À un moment donné, ils subissent des agressions cumulées d'année en année. Ça peut fatiguer la vigne. Tout à fait. D'accord. Et puis après, en termes de qualité, moi je trouve que alors nous on est en vinification nature, donc c'est-à-dire qu'on rajoute rien au raisin, les levures viennent du raisin, et là avec le réchauffement climatique, les levures sont des champignons, avec des coups de chaud, les champignons ça aime pas, donc on a des levures qui sont de plus en plus faibles. Et des bactéries qui sont de plus en plus puissantes, donc on est sur des problématiques de vinification qui sont de plus en plus compliquées. Donc il faut que nous on monte en puissance, en compréhension, mais de la chimie pure. Donc il faut qu'on s'équipe de petits labos portatifs pour pouvoir suivre des choses, alors qu'avant il n'y avait pas de problème. Bien sûr. Donc il y a ça aussi avec le réchauffement climatique. Donc vous nous dites Emma qu'il faut s'adapter finalement pour vous, c'est ça, hein? Ah de toute façon, il faut s'adapter. Oui. Ouais. Mais jusqu'à une certaine mesure, à un moment donné, ce qui est plus tenable et viable. Oui, il y a aussi une certaine limite, absolument. C'est ça. Moi, je voudrais planter ce que je veux, mais j'ai plein de projets. Hein. Alors, parlez-nous de vos projets dans cette idée de s'adapter à cette transition climatique que l'on subit. Eh ben, pour moi, il faut mettre du végétal, c'est-à-dire qu'il faut mettre des grands arbres.
pour pouvoir faire de l'ombre, mais des grands arbres, vous voyez bien que ça met 50 ans, 80 ans. J'ai bien compris, c'est long. Voilà. Ben oui, Donc, faut réagir vite, là. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on met comme essence? Exact. En sachant qu'il y a une migration des essences qui remonte vers le nord, donc il y a ça. On est un petit peu, enfin on est aidé par le syndicat du Haut-Rhône et la Compagnie nationale du Rhône. On a déposé un appel à projet, on a été sélectionné, on est donc 7 vignerons sur le massif du Belay, accompagnés par la communauté de communes du Bugey Sud. Ouais. Et donc sur 5 ans, on va avoir une enveloppe financière qui va nous permettre de faire venir des compétences vraiment sur le réchauffement climatique à travers les problématiques de couverts végétaux, enfin les couverts du sol. En fait, l'herbe, c'est une gestion qui est pas évidente, et les traitements. Parce qu'en bio, on traite quand même si c'est que du suifre et du cuivre et du soufre, on met quand même des molécules qui sont pas forcément facilement dégradables par le sol. Donc finalement, c'est un peu un challenge pour vous, si j'ai bien compris. Vous qui aimez votre parcours de vie, c'est déjà un grand virage. Là, vous avez les contraintes. C'est un beau challenge en plus. Ouais. Non, mais c'est captivant. Hein. Vous êtes avant-gardiste, présent dans ce domaine, en tout cas, avec ce projet. On est plusieurs à être avant-gardistes. C'est beau ça, c'est bien. Non, on est tout un front de la paysannerie, mais même j'ai l'impression qu'il y a même une revendication d'une forme de paysannerie, et pas à l'ancienne, pas le côté rétrograde, c'était mieux avant, hein, mais dire mais revenons à des choses qui ont plus de sens, à des vertus d'austérité, de frugalité, et puis revenons à du local, quoi. Voilà. Le local, et puis on connaît Pierre Rabhi qui avait déjà évoqué tout ça en son temps. Hein, oui, mais plein de monde. Enfin, oui, tout à fait. Mais il a été en Ardèche, j'étais en Drôme, je l'ai rencontré. Ah bah oui, vous l'avez croisé. Comme José Bové. Donc il y a un petit peu de Pierre Rabhi en vous quelque part, non? Il y a un peu de Pierre Rabhi en moi. Et puis José Bové aussi, non? Non, moi. Bien que on est à la Confédération paysanne, on défend, voilà. Écoutez, on est ravis de la franchise de ce discours d'une jeune femme dont on voit le parcours ici avec son mari dans la vigne. On trouve ça vachement très intéressant. Et puis, c'était bonne chance pour la suite. On essaiera de revenir voir un peu l'adaptation. Et on sait que vous allez réussir. On va faire des mardes Vous avez le tempérament pour ça. Ouais, mais j'ai plus le temps de lire, figurez-vous. C'est une grande catastrophe. Oui, il y a la famille aussi. Ça prend beaucoup de temps. Ouais, on a eu un petit bébé la première année de l'installation. Il est né une semaine avant nos premières vendanges. Ouais, il voulait être là, Armel, donc là il a 7 ans. Il y a une belle symbolique aussi, tout s'avance. Non, la vie est belle. Et puis on va expliquer pour ceux qui nous regardent et qui se disent, mais dites donc, ce vin il a l'air drôlement bon, où est-ce qu'on va le trouver alors? Vous le livrez où? Sur les bonnes tables de la région? Alors donc en restaurant, si je dois faire des petits clins d'œil, moi il y a un restaurant au lac de Novales que j'aime beaucoup qui s'appelle Aquabella, qui a été repris il y a 2 ans par Polo et son papa. Ils font une cuisine juste géniale. Aquabella à Novales, vous allez voir, vous allez goûter le bon vin des mâts. Après bon, les Morénières, mais il faut avoir le budget. La fine fourchette à Belay, la maison Michaud à Seyssel au début de la vallée de Fière, là pareil, super des bonnes maisons, des bonnes tables. Hein. Oui, qui travaillent des produits locaux, qui sourcent beaucoup leurs aliments. Ouais. Mais on le trouve pas ici, on vend directement ici sur place. Si, mais tout à fait. Alors on rappelle juste l'adresse, on est à Nave-Parmelan, on est au hameau du Buisson, c'est ça? Alors, on est au hameau de Poisson. À Poisson, pardon, parce que c'est Claude qui m'a emmené là-bas. Il est là-bas, il se cache derrière l'appareil. On est sur la commune de Parvenattage. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis je voulais saluer, je crois que c'est votre belle-mère qui a fait ces jolies étiquettes. C'est donc Françoise qui fait ces. Et bon, on va la saluer. Voilà. Alors c'est quasiment un travail d'art finalement. Ça. Mais carrément. Mais elle met un temps fou. Oui, mais tu la relèves un petit peu là, devant moi là, comme ça. Voilà. Alors, il y a donc aussi les mangeux de pierre. Ah oui, toutes les inscriptions ici. Alors, on va la féliciter, parce que rien que ça mérite, c'est le petit plus. Mais tout à fait. Et puis, ça fait faire travailler, la belle-mère, c'est chouette. Elle vient faire tous les repas des vendanges, Françoise. Elle est là. Voilà, salut Françoise. Un grand merci. On va saluer votre mari qui ne peut pas être là aujourd'hui. Ouais. Salut Mickaël, bonne baignade au lac de Saint-Jean-le-Chevelu. Et merci à vous, parce que derrière vous, on aime bien ce tempérament. On a vu le parcours de vie et on sait que dans nos régions de France où nous sommes, nous, très attachés à la place du village, à ce qui se passe au niveau agricole et rural en particulier, on sait qu'on a les énergies positives pour dépasser les contraintes du moment et on vous fait confiance. Oui, mais c'est d'où l'intérêt d'être un collectif. Il faut pas être tout seul là-dedans. Absolument. Et puis, il faut savoir pousser quelques coups de gueule aussi. Ouais. Allez, faites-le. On sent que...
Donc vous voulez un coup de gueule sur quoi? Je sais pas, sur les politiques, sur autre chose, je sais pas. Eh ben, il fait 35 degrés. Oui, il se passe rien. Il se passe rien. La maison brûle, on regarde ailleurs. Mais tout à fait. Et je sais pas si vous avez vu un peu les lois agricoles qui sont passées, mais c'est une, enfin ça fait mal au cœur. C'est-à-dire qu'ils réintroduisent des produits phytotoxiques, ils agrandissent les exploitations avec un mal-être animal et une malbouffe. Tout ça pour l'export, hein, tout ça pour que quelques-uns s'en mettent plein les fouilles, au détriment d'une profession qui est dans une vraie phase de mal-être quand même. Voilà. Absolument. Vous l'avez dit. On est dans la place du lac très au fait de cela, on essaye de suivre ça et on vous fait confiance pour cette adaptation. Merci beaucoup Emma, bon été. Est-ce que les vendanges, on a une date déjà pour... Ah bah cette année, ça va être le plus tôt qu'on ait jamais vu. Je pense record. Entre le 15 et le 20 août, on commence. Vendanger comment ici? À la main, on est une douzaine de coupeurs. Généralement, ils dorment ici en tente. On troupe de la région ou bien? Eh ben, il y a des aficionados qui viennent de Bretagne chaque année. Et ouais, non, ça dépend. Ça peut être un peu éclectique. Il y a un peu tous les âges. Voilà, non, c'est très bien. Moi, j'ai fait les vendanges en Beaujolais. Ouais. J'ai adoré l'ambiance. C'était vraiment très sympa. Et on est au contact du sol. Ah bah, dans le Beaujolais, surtout, les villes sont hyper basses. Hein. Merci. Interview, fait on dit bien à côté du vieux pressoir, enfin, ancien pressoir ici. Oui, qui vient justement du Beaujolais. Qui doit avoir plus d'un siècle. Hein, voilà, on le dit bien. Et il marche encore aujourd'hui. Et il marche encore aujourd'hui. On s'en sert pour presser nos blancs. Voilà. Il y a derrière les clients qui attendent derrière, là, il y a le pressoir jaune qui est plus moderne, que j'ai connu aussi. Ouais. Un Vasselin. Et les bouteilles qui sont stockées ici. Oui. J'ai pas fait place nette, hein, pour votre arrivée. Pas de souci. Merci Emma. Bravo. En tout cas, on a compris la philosophie de vie derrière les mangeux de pierre. Merci beaucoup.